Pour la trame verte, dans les espaces agricoles, les pratiques agricoles ont aussi leur importance. On parle aujourd'hui de plus en plus de démarches agroécologiques pour justement arriver à mieux faire le lien entre agriculture et biodiversité. Jackie, vous êtes agriculteur depuis les années 70 sur le plateau de Valensole. À quoi ressemblaient les paysages dans les années 70 sur le plateau de Valensole? Ah, ben c'était complètement différent de maintenant. On avait encore beaucoup d'arbres, beaucoup d'amandiers, les parcelles plus petites avec la culture du lavandin cultivées un peu différemment. C'est-à-dire au lieu d'être plantées en ligne, ils étaient plantés au carré, parce que la récolte se faisait à la main. D'accord. Enfin, ça avait déjà commencé un peu les premières récoltes en machine en faisant des gerbes. Vous nous dites que dans les années 70, c'était plutôt des amandiers, des plantes à parfum, des céréales et de l'élevage, donc des systèmes plutôt complexes. Aujourd'hui, on les appellerait des systèmes agro-silvopastoraux. Et puis finalement, il y a eu une campagne d'arrachage des amandiers, alors du coup, qui s'est... Petit à petit, oui, l'arrachage des amandiers, ça a commencé avant les années 70, ça a commencé dans les années 50. Et alors pourquoi? C'était pas rentable? Parce que l'amande, ça devenait de moins en moins rentable. Il fallait beaucoup de main-d'œuvre, tout ça. Puis après, arrivé à la mécanisation, bon, ben, les amandiers, ça n'aime pas trop les machines. Il faut de la place pour tourner avec les machines, tout ça. C'est plutôt les machines qui n'aiment pas les amandiers, en fait. À l'époque de mon grand-père, c'était tout planté en amandier. Il cultivait au milieu, et bien sûr, il ramassait les amandes. Donc je ne sais pas si c'était planté à 10, 12 mètres à l'époque, je ne sais pas. Et c'est les quelques-uns qui restent, qui n'ont pas été arrachés, qui ont survécu, qu'on n'a pas sacrifiés, quoi. Puis alors quand on faisait les lavandes, quand j'étais petit avec la fourche, on était bien content en plein mois d'août d'avoir un amandier pour s'arrêter 10 minutes à l'ombre. Non, après les arbres là, il y en a quelques-uns, on les laisse. Parce que pour nous, ça serait plus simple qu'il n'y en ait plus. Pour les machines, après, bon, pour la vue, pour la faune, c'est pas pareil, mais ils vont mourir petit à petit de leur belle mort parce qu'ils sont creux. Ils sont creux et le vent souvent les partage. Et après, bon, c'est le début de la fin, quoi. Sur le territoire du parc, on a inventorié 240 gîtes entre 2004 et 2014. 240 gîtes pour une espèce particulière que l'on suit, qui est le petit rhinolophe. Donc c'est une chauve-souris qui se pend dans les bâtiments, les combles, les greniers, les églises, parfois les caves en hiver. Et elle a un nez en feuillet. Donc cette espèce, elle est particulièrement sensible à la qualité de la trame verte, puisque c'est une espèce dite de contact. Donc elle a besoin, en fait, elle scanne son environnement à très faible distance. Donc elle envoie ses ultrasons à peu près à 5 mètres. Et si elle n'a pas de répondant à 5-10 mètres, s'il n'a pas d'écho qui lui revient avec de l'information, présence d'une proie, présence d'un arbre, présence d'un mur, elle est un peu aveugle. Donc c'est pour ça qu'elle est dite espèce de contact et qu'elle utilise beaucoup les haies, les lisières forestières pour se déplacer. Donc ça, ce maillage, il est important à préserver. Enfin, il faut vraiment limiter l'emploi des pesticides, que ce soit dans les jardins ou en agriculture de manière générale, pour préserver les insectes, sachant que voilà, plus il y a d'insectes et plus il y aura de chauves-souris. Et les chauves-souris peuvent d'ailleurs être un allié de l'agriculture, puisqu'elles peuvent être prédatrices d'insectes ravageurs de culture. Sur les blés durs, on fait un désherbant, c'est tout, on ne fait pas de fongicide. Sur le sème-fouet, on ne fait rien, sur la maize, on ne fait rien. Sur la sauge, il y aura un désherbant, peut-être un insecticide. Mais enfin, sur les blés durs ici, on ne fait vraiment rien, quoi. Donc petit à petit, on a laissé de côté l'élevage aussi. Voilà, oui. Et puis la culture des amandiers, pour aller sur des cultures plutôt dominantes comme le lavandin, quoi. Le lavandin et le blé dur. Je cultive principalement du blé dur, du sème-fouet pour la rotation, un peu de verse et de la sauge sclarée de pistanier. Et pour les non-initiés, rotation, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire de ne pas toujours faire la même culture sur la même parcelle, d'avoir un peu, mettons un 5 foin, 2 ans les blés durs, un 5 foin pendant 3 ans. Ça, l'objectif, c'est quoi? C'est d'assainir les terres? C'est un peu de les assainir, un peu pour le 5 foin, ça va faire un peu d'azote. Il faut la rotation, il faut qu'il y ait de la rotation, on ne peut pas faire toujours les mêmes cultures au même endroit. Je vois qu'aujourd'hui on est sur une parcelle de lavandin avec un essai de coriandre en interrang. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les avantages de cet essai? Cet essai a été conçu surtout pour lutter contre le dépérissement. C'est une maladie transmise par une cicadelle qui pique une lavande malade, la transmet à côté une autre lavande, ainsi de suite. Et les couverts empêcheraient la cicadelle d'être présente. Et il est déjà prouvé que les essais d'enherbement réduisent le phytoplancton de 50%. Nos terres manquent beaucoup de matière organique. Donc on pense que de ce côté-là, ça va amener de la matière organique, ça va booster la fertilité du sol. Voilà. D'accord. Et puis économiquement, cet essai coriandre, il peut avoir des intérêts Oui, il peut avoir beaucoup d'intérêts parce que si le dépérissement se développe moins, la plantation va durer plus longtemps. La durée de vie du lavandin va être allongée. Oui, d'accord. Donc sur le long terme, en fait, quand on regarde sur le long terme, oui. Plus on ajoute à ça le fait que la coriandre va peut-être être récoltée. Oui. D'accord. Parce que là, on voit qu'elle est elle est en fruit, elle commence à être en fruit. Elle est tellement belle que ce serait dommage de la détruire Et autrement. oui. Après, moi, je vois un autre avantage là, qui est flagrant aujourd'hui. C'est la biodiversité qu'on voit sur ces couverts, là, avec tous ces pollinisateurs sauvages qui sont en train de butiner sur la coriandre. Ah ben oui. Donc, les abeilles adorent ça. Les abeilles, oui, on voit pas mal d'abeilles sauvages là, qui butinent encore sur les fleurs. Oui. Je pense que les apiculteurs doivent être contents. En 2018, le parc du Verdon a entamé un travail sur les pollinisateurs sauvages. Donc on a dressé l'inventaire des bourdons et des papillons. Et on s'est notamment rendu compte qu'on avait une faible abondance et une faible diversité des bourdons. Alors bien sûr, on n'a pas cerné les facteurs explicatifs. D'abord, ça pourrait être une année un peu particulière puisqu'en 2018, on a eu beaucoup d'humidité. Donc ça a pu impacter la diversité et l'abondance des bourdons. Mais on se questionne aussi autour de la ressource alimentaire des pollinisateurs, puisqu'on sait que cette ressource alimentaire, elle a des pics d'abondance et puis des creux, donc elle est inéquitablement répartie dans le temps. D'où l'importance de travailler avec les agriculteurs sur la diversité végétale. Donc allonger les rotations, diversifier les cultures, remettre des couverts végétaux entre les rangs du lavandin. En tout cas, c'est le dessin de la trame verte en espace agricole, c'est-à-dire qu'à partir de cette diversité végétale, on va attirer une diversité entomologique qui va attirer elle-même une diversité ornithologique et donc on va recréer un agro-système complexe. C'est notamment un des axes de travail du projet agroécologique Regain qui a été lancé en 2014 sur le plateau de Valençol, où on va essayer en fait, notamment dans un axe de travail qui s'appelle agriculture, paysage et biodiversité, de recréer les liens et de démontrer les liens entre agriculture et biodiversité. Et donc on voit bien que l'agriculture est génératrice de biodiversité et que inversement aussi, la biodiversité va rendre des services à l'agriculture et on va parler de services écosystémiques.